Bonjour, je m'appelle Adrien et je vous souhaite la bienvenue dans mes mémoires. Et aujourd'hui en mémoire histoire, ouvrage historique. Vous le savez, j'adore l'histoire, j'ai une grande passion pour cette discipline, je trouve ça génial, que ce soit des ouvrages historiques classiques mais aussi des romans historiques. Dès que ça parle d'histoire, je suis au rendez-vous. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les ouvrages historiques que j'ai lus dans le cadre de cette rentrée littéraire historique. Allez, vous en avez l'habitude maintenant, générique, et puis on se retrouve juste après. Commence par un premier ouvrage historique, Histoire de la CIA de John Prados, et c'est sorti dans la collection Tempus des éditions Perrin. Le résumé est très simple, il fait une histoire de la CIA depuis sa création après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à nos jours, jusqu'à la présidence Donald Trump, à l'époque où il a publié cet ouvrage. C'est très intéressant, on se rend compte à quel point la CIA a été présente vraiment partout dans le monde, c'est vraiment très détaillé là, vraiment, si vous vous intéressez à la thématique de la CIA, si vous vous intéressez à tout ce qu'ils ont pu faire dans l'histoire, cet ouvrage est fait pour vous, parce que ça fourmille de noms, de dates, de détails, de précision, de description de toutes les opérations dans lesquelles la CIA a été impliquée, les différents directeurs, la différence de discipline, leur positionnement juridique par rapport à ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Voilà, je pense que c'est dit de manière très polie. Également, la question de la torture. La question de la torture est très souvent abordée. Il entame l'ouvrage avec cette question. Quel est le positionnement de la CIA, le positionnement de ses supérieurs vis-à-vis de la torture? C'est un ouvrage très intéressant. J'ai par exemple beaucoup apprécié l'épisode de la baie des cochons, l'épisode de Cuba. Là, ça fourmille de détails. J'ai appris plein de choses. C'était génial. J'ai également adoré l'anecdote qui, je l'ignorais, sur laquelle Ian Fleming, l'auteur de James Bond, avait été consulté par certains cadres de la CIA qui adoraient ses romans pour savoir lui comment il aurait fait pour éjecter Fidel Castro de Cuba. Autre anecdote, message que j'avais trouvé ça assez drôle en lisant l'ouvrage, c'est vers la fin, il dit si pour un projet, au bout d'un moment, il y a besoin d'étiqueter et de mettre plein de petites étiquettes sur le mur et qu'il y en a partout, que vous ne savez même plus où est-ce que vous en êtes, c'est que le projet n'a aucune chance d'aboutir, abandonnez-le. J'avais trouvé ça assez génial. Donc je rappelle, Histoire de la CIA de John Prados, collection Tempus. On continue avec l'Égypte ancienne de Florence Quentin, et là on est toujours chez les éditions Perrin et ça s'appelle l'Égypte ancienne, vérité et légende. Ce n'est pas un ouvrage chronologique sur la mythologie égyptienne, sur l'antiquité égyptienne, qui va revenir sur tous les rois, sur tous les pharaons, sur les reines, sur les dynasties, sur l'histoire, on va dire avec un grand H de l'Égypte ancienne. Non, déjà, je pense qu'il serait beaucoup plus volumineux que ça si c'était le cas, tellement il y a à dire. Non, Florence Quentin aborde une série de questions, des questions accrocheuses, des questions formulées de manière à ce que le lecteur du XXIe siècle soit accroché, parce qu'on y retrouve des problématiques et des questions d'actualité qui nous touchent encore. Florence Quentin donc prend toutes ces questions et y répond. Ça permet d'évacuer certaines contre-vérités, ça permet parfois de démystifier certaines légendes, notamment sur le tombeau de Toutankhamon. Bref, moi j'ai appris plein de choses, c'est vraiment passionnant. Alors si vous êtes un spécialiste déjà de l'Égypte antique, je ne crois pas que cet ouvrage vous passionnera, et je ne crois pas que vous appreniez grand chose, faut être honnête. Par contre, si comme moi vous êtes passionné par l'histoire, vous avez toujours voulu en savoir davantage sur l'Égypte sans vraiment prendre le temps de prendre un gros manuel et de vous dire tiens allez, je vais me plonger pendant 3 mois sur l'Égypte antique, cet ouvrage est fait pour vous, parce que c'est une excellente porte d'entrée sur ensuite différents autres types d'ouvrages ou manuels qui seront plus spécialisés ou qui seront plus importants. Voilà, donc je rappelle, Florence Quentin, l'Égypte ancienne aux éditions Perrin. Je continue avec un troisième ouvrage de cette rentrée littéraire historique, et c'est chez les éditions Passé Composé, c'est écrit par Gabriel Martinez-Gros, ça s'appelle La traîne des empires, impuissance et religion. Alors là c'est un ouvrage vraiment passionnant, je crois que parmi tous les ouvrages que je vais présenter aujourd'hui, ça doit être celui que j'ai préféré lire.
Je l'ai lu en commun avec mon épouse qui a fait un formidable travail là aussi de prospection, de lecture et d'analyse avec moi. Je l'en remercie par cette vidéo parce que son travail a été formidable vraiment dans le cadre de cet ouvrage. Ça a été un vrai plaisir pour nous de le lire à deux et voilà ce qu'on en a pensé. C'est un ouvrage passionnant qui explique et qui essaie de démontrer que les trois grandes religions, en tout cas les plus pratiquées dans le monde, que ce soit l'islam, le christianisme et le bouddhisme, ces trois religions sont nées à la fin de l'Empire et elles sont nées et elles ont autant d'importance parce qu'elles sont consubstantielles, elles se superposent à la période de fin de l'Empire. Gabriel Martinez-Gros explique dans son ouvrage déjà ce qu'est un empire sur lui, les différentes étapes de création et de constitution d'un empire qui a besoin de se créer des frontières et qui par ces frontières va imposer un impôt dans tous les territoires pour ensuite développer économiquement le centre de son empire. Et l'empire ainsi a besoin de pacifier ses populations, a besoin de transmettre un message de paix, évidemment par la guerre vis-à-vis de ses extérieurs et vis-à-vis de ce qu'il appelle ses barbares. Et ainsi en pacifiant ces populations, ces populations se ramollissent de plus en plus et c'est ce ramollissement qui fait qu'à la fin l'empire est beaucoup trop pacifié pour continuer à œuvrer son œuvre de paix et pour continuer à pacifier par la guerre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros c'est ce qui fait la constitution de l'Empire qui ensuite, des années et des siècles plus tard, va être à l'origine de son déclin. Et la religion va arriver là parce qu'elle va pouvoir prendre en charge cette œuvre de pacification sans avoir à le faire par la guerre. Elle va pacifier par la paix. Et donc la religion va prendre le relais de la mission de l'Empire en le faisant encore mieux. C'est la thèse de l'historien, il l'explique très bien, tout en expliquant qu'il y a des différences entre l'islam, le catholicisme, le christianisme et le bouddhisme. Il explique très bien ces religions. Ensuite, dans une deuxième partie, et c'est ça qui est passionnant, il analyse la situation actuelle, il analyse aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler d'empire, quelles sont les situations d'empire dans le monde, et il essaye de préconiser, il essaye d'avancer et d'expliquer qu'on est dans un contexte de future mise en place de nouvelles religions. Et c'est vraiment tout à fait passionnant parce que l'historien, habituellement, ne prend pas le risque d'une telle analyse poussée, d'une telle analyse audacieuse de l'actualité. Lui le fait, il s'en justifie, c'est vraiment très bien fait, donc vraiment hein, c'est un essai très court, à peu près deux centaines de pages, c'est passionnant, c'est vraiment je crois l'un de nos coups de cœur de cette rentrée littéraire historique. Je rappelle, c'est chez Passé Composé, La traîne des empires, impuissance et religion, et c'est écrit par Gabriel Martinez-Gros. On continue avec 24 heures de la vie sous Néron, c'est écrit par Dimitri Tilloy d'Ambrosi et c'est aux éditions PUF. Ça ne parle pas de Néron directement. En fait, on est dans le contexte donc de Néron, on connaît ce contexte, on connaît les complots qui pouvaient exister à l'époque, sa mère qui lui avait permis à lui d'être empereur, il est marié à, j'ai oublié hein, les noms honnêtement, je ne veux pas dire de bêtises donc j'ai oublié, mais en somme, il veut écarter son épouse pour pouvoir épouser sa maîtresse qui lui met pas mal de pression. Bon, il va le faire et il demande pour ça à l'un de ses plus fidèles des fidèles, un ancien esclave qu'il a affranchi, de l'aider à écarter son épouse en disant « Bah oui, j'ai eu une relation avec l'épouse de l'empereur ». Et ça, c'est pas sympa. Et ça ne se fait pas à l'époque, et c'est ce qui va justifier l'écartement de son épouse, qui finira de manière très atroce ses jours. Bon bref, c'est assez terrible, et ça ne donne pas une très très belle image de Néron. Son ancien esclave affranchi, lui, va être exclu, il va être exilé de l'Empire, mais en fait, il va finir ses jours de manière assez paisible à l'extérieur de Rome. Bon bref, ça c'est le contexte. En fait, ce contexte, il permet à l'auteur, à Dimitri Tilloy d'Ambrosi, de montrer ce qu'était la vie à Rome à l'époque de Néron. Peu importe en fait le contexte de complot, après on n'y revient pas beaucoup, sauf sporadiquement pour réexpliquer le contexte et pour expliquer qui est cet ancien esclave affranchi, qui ensuite va se balader hein, avant de réaliser hein, son acte le soir de dénonciation de cette relation. Il va se balader un petit peu partout dans Rome, il va rendre visite à tous les quartiers, les commerçants, etc. Et grâce à cela, grâce au regard de cet ancien esclave, l'auteur décrit et l'auteur fait rentrer le lecteur dans la Rome de l'époque et c'est tout à fait passionnant. Par exemple, moi je me dis, si vous avez une série à faire, une série télévisée, si vous avez un film à faire, si vous avez un roman qui se passe à l'époque de Néron, lisez ce livre, absolument, parce que là vous allez avoir plein de textes fournis qui vont donner de l'épaisseur à votre roman, qui vont donner de l'épaisseur à votre série, et qui en manquent, certaines en manquent cruellement, ou à votre film, où on va pas vous dire, mais on n'a pas du tout l'impression d'être sous Néron, là c'est n'importe quoi. Là on a un vrai travail d'analyse, de description de ce qu'était la vie privée, la
vie quotidienne, les rapports privés, les rapports religieux. C'est vraiment génial, hein. Il y a vraiment tout, il n'y a rien qui est oublié, que ce soit les mœurs de l'époque, les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports vis-à-vis de l'enfant, l'éducation, la façon dont les personnes âgées ensuite étaient traitées, les mariages, la gastronomie, l'économie, la politique. Tout est abordé. Vous avez vraiment, oui, une présentation, une description très multisectorielle de l'époque de Néron dans la Rome antique. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'en ferai très prochainement un article sur mon blog, mais en attendant, n'hésitez pas à vous le procurer pour qu'on puisse en discuter ensemble. Je rappelle, c'est chez les éditions PUF. Ça s'appelle 24 heures de la vie sous Néron et c'est écrit par Dimitri Tilloy d'Ambrosie. Autre ouvrage, ça s'appelle Par le fer et par le feu, c'est écrit par Alexandre Jublin avec en sous-titre Combattre dans l'Atlantique 16e et 17e siècle. Là aussi, l'historien a fait un énorme travail de mise en contexte et surtout un énorme travail de rassemblement de tous les éléments qui pouvaient faire ressembler à une bataille navale du 16e et 17e siècle. Il explique très bien que entre le 16e et le 17e siècle, il y a eu une énorme évolution dans les batailles navales dans l'Atlantique, c'est l'arrivée de l'artillerie. L'arrivée de l'artillerie qui a bouleversé la façon de combattre. Mais ça ne s'est pas fait en 10 jours, ça ne s'est pas fait en 10 ans, ça ne s'est pas fait en 15 ans. Bon, je ne vais pas continuer longtemps, je vous rassure. Non, ça s'est fait en plus d'un siècle et demi. Pendant plus d'un siècle et demi, il y a eu des flux, des reflux, des avancées, des reculs, des suspicions, des confiances, des enthousiasmes, des déceptions par rapport à cette arrivée de l'artillerie, et il explique très bien, et on se sent vraiment dans une bataille. Et je trouve ça génial, franchement l'ambiance qui règne dans cet ouvrage, elle est formidable. Alexandre Jublin a réussi un superbe travail d'immersion du lecteur dans une bataille. On avait vraiment l'impression à la fin d'être dans le bateau avec les autres autour et on est à deux doigts d'y aller. Bon, on se calme parce que personne et rien ne peut nous faire vraiment comprendre ce qu'était une bataille de l'époque, et ça l'auteur le dit à plusieurs reprises, même les témoignages, même les descriptions que je vais vous faire, honnêtement il n'y a rien qui peut faire vivre vraiment et faire comprendre ce que ça pouvait être, la violence, la violence, l'incompréhension, la confusion qui pouvait régner dans ce genre de bataille. Mais c'est franchement bien fait parce qu'au début il nous explique comment était composé un équipage, l'architecture des bateaux, l'évolution de l'architecture des bateaux, le capharnaüm que pouvait être une flotte en temps normal avec des animaux un peu partout, des constructions, un marché, et puis d'un coup c'est le chaos. D'un coup c'est le chaos, l'ennemi arrive, l'ennemi est à vue, il va falloir se battre et là tout change. On jette des choses par-dessus bord, on réorganise tout pour pouvoir se battre librement, et c'est cette révolution-là, Alexandre Jublin l'analyse vraiment parfaitement, et après, étape par étape, il nous explique à quoi ressemblait une bataille, et c'est absolument génial. Moi j'ai par exemple adoré la manière dont il décrit l'impossibilité pour certains de voir, tellement il y avait de la fumée d'antan, tellement il y avait des cris, des coups de canon, ça pétardait de partout, ça devait vraiment être terrible. Et Alexandre Jublin, et je trouve que c'est pas toujours le cas dans les ouvrages consacrés aux batailles navales, même aux batailles terrestres, là Alexandre Jublin il raconte et il parvient brillamment. Voilà, donc je rappelle, Alexandre Jublin, Par le fer et par le feu, et c'est aux éditions Passé Composé. On continue avec La guerre de 100 ans par Amable Sablon du Corail, avec en sous-titre Apprendre à vaincre, et là aussi c'est aux éditions Passé Composé. La thèse défendue par l'auteur, c'est que ce n'est pas le caractère et le côté militaire qui a fait pencher la balance du côté de la France dans cette guerre de 100 ans, c'est plutôt le fait que les rois de France, les Capétiens, contrairement aux Plantagenets, avaient une stratégie globale, fiscale, économique, militaire, de communication politique, qui leur a permis, in fine, d'éjecter les Anglais hors de France et de remporter cette fameuse guerre de 100 ans, qui n'a même pas duré 100 ans, figurez-vous. Alors que les Anglais, au début, avaient un empire plus installé, mieux structuré, mais les Capétiens se sont beaucoup mieux organisés pendant la guerre pour, in fine, pouvoir la remporter. Autre chose, l'auteur explique que contrairement à ce que l'on entend très souvent, ce n'est pas uniquement la question de succession au trône de France qui a provoqué cette guerre, mais la Guyenne. La Guyenne, qui est à peu près l'actuelle Aquitaine, la Guyenne appartenait au roi d'Angleterre, qui était mais en même temps vassal du roi de France, donc il lui devait le respect. Et cette situation, c'est-à-dire une Guyenne, une grosse région, on est en sud-ouest de la France, qui appartient au roi d'Angleterre, et lui qui doit le respect, qui est le vassal du roi de France, cette situation ne convenait à aucun des deux, ils en avaient un petit peu assez, et c'est comme ça que ça a commencé un petit peu à chauffer entre les deux.
Après, évidemment, les problèmes de succession au Royaume de France, bon, ben ça a provoqué encore plus la guerre et ensuite c'était inéluctable. L'auteur vraiment le raconte très bien et revient vraiment sur ce que je disais tout à l'heure, hein, cette stratégie globale qui a permis aux Capétiens de l'emporter in fine sur les Anglais. Moi personnellement, alors j'ai pas lu tous les livres sur la guerre de 100 ans qui ont pu être faits parce que cette littérature elle est très abondante hein, sur cette thématique, mais honnêtement j'avais très peu lu jusqu'alors d'ouvrages aussi inédits, aussi intéressants et aussi original sur la guerre de 100 ans qui ne s'appuyaient pas à ce point sur la stratégie militaire et sur l'importance de la guerre, sur Jeanne d'Arc, Charles VII, Louis XI qui ensuite in fine ont renversé, ça fait 3 fois que je dis in fine dans la vidéo, vous inquiétez pas il n'y en aura pas d'autres. Bon bref, qui ont permis ensuite de remporter la guerre. Non, ils montrent que certes hein, les guerres ont été importantes, Jeanne d'Arc a été essentielle, mais il y a eu autre chose. Et cette autre chose, il l'explique dans ces 400-500 pages tout à fait passionnantes. Donc la guerre de 100 ans de Amable Sablon du Courage, c'est chez les éditions Passé Composé et c'est absolument génial. On va passer à une BD avec toujours les éditions Passé Composé, ça s'appelle Vézal et c'est de Fauzi et de Bollé. Vous voyez, une couverture qui peut sembler un peu morbide, hein, avec un derrière avec encore un crâne, mais en fait, on est en 1559, vous connaissez le roi Henri II et vous connaissez le contexte tragique de cette disparition. Je le rappelle, il organise un tournoi, et pendant ce tournoi, le roi il se décide de partir en duel. Avec sa lance, il y va, il est à fond, il est chaud patate. Et le problème, c'est qu'il se prend un coup de lance dans l'œil. Voilà. Il se prend un coup de lance dans l'œil à travers son casque, et là c'est la catastrophe. Là c'est la catastrophe parce qu'on sait qu'il a quand même très peu de chances de s'en sortir, on est tous inquiets. Sauf que à cet endroit-là, à ce moment-là, il y a 2 grands médecins qui sont présents sur place. Il y a André Vézal, qui est le médecin du roi d'Espagne, hein, Vézal, qui donne le nom à cette bande dessinée, et il y a Ambroise Paré, le cultissime Ambroise Paré, médecin lui de la cour de France. Et ça va donner lieu du coup à un débat, à un échange de médecine entre ces 2 grands médecins royaux. Les 2 ne sont pas d'accord sur la façon de traiter le roi. Et en fait c'est très intéressant parce que Ambroise Paré, on le voit, enfin je ne vais pas vous raconter la BD, hein, parce que c'est vraiment rien vous dire sur ce qui se passe, mais Ambroise Paré il est quand même plutôt pas très courageux, il n'a pas forcément envie de trop intervenir parce qu'il se dit, bon s'il lui arrive quelque chose alors qu'on n'a rien fait, c'est comme ça, c'est qu'il devait mourir. Par contre si on intervient et qu'il lui arrive quelque chose, là ça sent pas bon pour nous, on va nous dire que c'est à cause de nous. Donc il est un petit peu réticent, là où Vézal, lui il est à fond, il a envie de tenter plein de trucs, et cette dualité, cette confrontation, ce débat entre les 2 est tout à fait passionnante parce que ça va au-delà de l'aspect médecine hein, qui pouvait être le cas. Et moi, à la base, je ne suis pas un grand passionné de médecine. Je me dis si ça va trop dans les débats scientifiques, ça ne va pas me passionner. Et pas du tout, voilà, pas du tout. En plus, c'est plutôt bien dessiné. C'est un très bel objet. Enfin bref, c'est une bande dessinée qui va se lire assez rapidement, qui est passionnante et qui vous en apprendra également sur la place de la médecine à l'époque et surtout sur la spécificité de la personne royale dont il devait s'occuper. Et ça va donner lieu à certaines choses où on voit vraiment à l'époque la hiérarchie qui pouvait exister entre les personnes, c'est-à-dire que le roi, on va prendre aucun risque, par contre à côté il y a eu des expériences de fait pour voir bon, est-ce qu'on peut lui faire ça, voyons qu'est-ce que ça fait si on fait ça, on va prendre un prisonnier, peu importe les prisonniers, on va essayer ça sur lui, enfin, voilà, c'est ça à peu près qu'à raconter. Donc vous voyez, ça va au-delà de la médecine, ça va aussi sur quel était le contexte, quel était l'état d'esprit de l'époque. Voilà, donc Vézal aux éditions Passé Composé, je rappelle, vous la trouverez dans toutes les librairies, et moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un bon moment voilà, en lisant cette bande dessinée. Donc voilà sur tous les livres que j'ai lus jusqu'alors, et puis je vais juste vous présenter l'ouvrage que j'ai commencé, voilà, je suis actuellement en train de lire, Les Chants de la Shoah, et c'est aux éditions Passé Composé, mais c'est leur collection Alpha, leur collection de poche, et c'est donc Marie Moutier-Bitan qui écrit Les Chants de la Shoah, une histoire de l'extermination des Juifs en Union soviétique occupée entre 1941 et 1944. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je suis vraiment qu'à la page 50, donc je ne suis qu'au balbutiement de cette histoire. L'introduction est lumineuse, elle est vraiment brillante, très bien écrite, donc j'ai beaucoup apprécié, et pour l'instant c'est très intéressant. On voit qu'il y a eu de la recherche, et dans l'introduction elle explique bien qu'elle a été sur place, discuter avec les populations, discuter avec les derniers témoins, lire des textes qui sont sur place. Alors là on a un vrai travail d'historienne, mais pas seulement d'historienne, et je trouve ça, s'agissant de la méthode de la recherche historique, tout à fait passionnant. Les Chants de la Shoah de Marie Moutier-Bitan, collection Alpha des éditions Passé Composé.
Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo rentrée littéraire historique donc 2022. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez vu un d'entre eux, donc on pourra en échanger. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner pour qu'on puisse être de plus en plus nombreux à échanger. C'est vraiment passionnant lorsque après la vidéo je reçois des messages ou je reçois des commentaires pour échanger, débattre, parce qu'il y a parfois des désaccords. Et c'est ça aussi qui est formidable avec l'histoire et avec la littérature. Donc en attendant, prenez soin de vous, lisez des livres et à très bientôt.